pour notre émission spéciale. N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire si vous avez du mal à aller chez le dentiste, parfois vous renoncez à aller chez le dentiste. Parfois vous voyez que les médicaments sont moins remboursés. On va se poser toutes les questions ce matin à propos de la sécurité sociale. D'abord, qui alerte sur le dérapage de la sécurité sociale? C'est Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Écoutez-le. Ça n'est pas, selon nous, une situation saine et tenable, il convient de la rectifier maintenant, dès 2026, et dans l'avenir, puisque la question du financement même de la sécurité sociale est posée. Et la situation est une situation assez préoccupante, puisque le déficit de la sécurité sociale, avec une seule branche, légèrement l'excédent de la branche famille, s'établit à 23 milliards d'euros et a donc doublé depuis 2 ans, avec 7,7 milliards d'euros d'augmentation cette année. Alors c'est dû à une sorte d'effet de ciseau, avec des recettes qui progressent, mais au rythme de la richesse nationale, alors que les dépenses, elles, vont beaucoup plus loin. Elles augmentent de 3,6% en 2025, alors que la richesse nationale a augmenté de 2,5%. Et donc, du coup, le déficit se creuse et il devient permanent. Il est à un niveau que nous n'avons pas connu hors de la crise sanitaire, et nous sommes pourtant dans une situation où il n'y a pas de crise sanitaire. Voilà pour l'alerte du président de la Cour des comptes. Et on en saura plus dans un instant avec Nathalie Goulet et Charles Printz, qui sont des spécialistes de la question. D'abord, Gabriel Cluzel, quel est votre regard sur le PLFSS qui arrive au Sénat et avec le dérapage de cette sécurité sociale? Je crois que s'il est des colères sourdes en France, peut-être des colères silencieuses mais bien réelles qui finiront par s'exprimer, ça c'est évident. C'est cette dérive de la fraude sociale qui paraît être traitée complètement par-dessus la jambe. C'est-à-dire que on convient, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que vraiment la sécurité sociale, ça devient un problème. Il faut réduire les remboursements des médicaments, il faut réduire tel soin, tel déplacement pour telle personne, mais en revanche, la fraude sociale, on a l'impression que c'est la vache sacrée. On s'attaquerait aux plus pauvres, voyez, en s'attaquant à la fraude sociale. Or, je crois que c'est un devoir, c'est au contraire un devoir. Avant de procéder à n'importe quelle autre mesure, il faut commencer par dire les fraudeurs, rendez l'argent. Voilà, c'est tout. Et ça paraît complètement fou, du reste, à l'heure de la numérisation. Et les fraudeurs qui n'ont pas cotisé. On va en parler en plus. Oui, alors à l'heure de la numérisation que l'on n'arrive pas à bout de cette fraude sociale. Je veux bien, à une époque, il y avait des papiers partout, des services divers, mais aujourd'hui, comment peut-on encore laisser prospérer cette fraude sociale dans cette mesure? Ça paraît proprement incroyable. On ne peut y voir que du laxisme, c'est pas possible, ou de l'idéologie. Ou de l'idéologie. Il y a la fraude sociale, il y a les arrêts maladie, en veux-tu, en voilà. On parlera de tout ça. Marc Menon, votre regard. Moi, j'ai dérangé tout le monde. Merci d'être venu. Non, il y a la fraude, d'accord. Mais il faut nous interroger sur la consommation de médicaments. 70% des cancers sont liés à notre mauvaise alimentation, nos comportements d'hygiène. Hier, il y a un rapport qui est sorti de 70 scientifiques qui disent, voilà, les aliments surtravaillés, etc., provoquent les 3/4 de nos maladies. Et tout ça, il n'y a pas de prise de conscience. C'est-à-dire que si tout à chacun, demain, faisait attention dans son comportement, on diminuerait au moins par moitié les frais de la sécurité sociale. Il y aurait beaucoup moins de malades. Et puis, on a aussi, là, aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui dit « Attention, voilà les mesures à prendre. Demain, il risque d'y avoir la guerre, une nouvelle épidémie. » Vous créez l'angoisse dans un monde qui déjà se porte mal. Alors que ça donne quoi comme résultat? Vous avez vu le nombre de gens qui sont sous antidépresseurs, les antidépresseurs qui ne marchent pas, mais qui continuent à prescrire auprès des patients. Donc c'est monstrueux, il y a une prise de responsabilité personnelle. Le drame, c'est que la sécurité sociale, quand elle s'est instaurée, comme toujours dans un bon principe, c'était de permettre de soigner. À une époque où on n'avait pas ces phénomènes-là tels que je viens de les décrire, et on s'est habitué. Si ça va pas, plutôt que de s'interroger, on prend un cacheton, et de toute façon, on s'en fout, c'est payé.
On parle ce matin avec Marc Menant, Gabriel Cluzel, Nathalie Goulet, Charles Prats de ce dérapage de la sécurité sociale. Géraldine Amont veut réagir. Oui, non, j'allais réagir à ce que disait Marc Menant sur la qualité de vie des Français. C'est que bien se nourrir, ça coûte cher aussi. Tout à fait. Donc, non, à la fois ça coûte cher et pas cher. Ça coûte plus cher d'acheter des produits ultra transformés que d'acheter un chou rouge ou que d'acheter une Pas si simple. Oui, j'entends bien. Pas si simple. Gabriel Cluzel. Oui, disons que j'ai un regard un petit peu plus mesuré sur les médicaments, qui est sans doute des surprescriptions, c'est possible, mais je pense que pour certains, les antidépresseurs sont utiles néanmoins. Sauf que les antidépresseurs, elle est démontré qu'ils ne sont efficaces et pas toujours, que sur un laps de temps très court, on continue à les prescrire. On va marquer une pause et ensuite entendre Nathalie Goulet et Charles Prats, qui sont nos deux invités spéciaux. Mais Fabrice Lafitte, qu'est-ce que vous m'avez fait comme remarque, dites-nous? Je disais que dans certains cas, on vend une boîte avec 10 ou 15 cachets, alors qu'on a besoin peut-être dans la réalité que de 3 ou 4. Donc on pourrait peut-être les vendre comme dans certains pays à l'unité. Oui. C'est vrai, à la maison, j'ai beaucoup d'antibiotiques que je ne prends pas. T'en prends pendant 2 jours et après on vient de la cortisone. Et on prescrit encore plus d'antibiotiques alors qu'on a dit qu'on les prescrivait tout. Et à nouveau cette année, on a dépassé la prescription que l'on pourrait envisager raisonnable. On marque une pause et on s'attaque à ce dérapage de la sécurité sociale sur Europe. D'abord, vous vouliez réagir peut-être à Marc Menant, ensuite parler de la fraude sociale. Oui, bien sûr, c'est deux sujets qui sont tout à fait liés. Pas la fraude, mais on a fait plusieurs campagnes sur l'alimentation et notre première médecine, sur on creuse sa tombe avec sa fourchette, contre le sel, l'excès de sucre, le gras. Très important. Mais vous avez aussi le corps médical qui a tendance à donner des cachets contre le cholestérol au lieu d'interdire le hareng pomme à l'huile. Donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que je ne fais qu'approuver. Ça veut dire alors sur les cantines scolaires, etc., il y a eu un énorme travail de fait. À la fois sur l'équilibre alimentaire, mais vraiment un travail très sérieux, lié aussi au gaspillage alimentaire. Donc tout ça est vraiment tout à fait pris en considération. Le travail en amont, très important. Ça c'est vraiment, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est fait. Quant au problème de fraude, avec Charles Prats, vous avez fait reconstitution de ligue dissoute, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, et sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale. Charles est un spécialiste de lutte contre la fraude fiscale aussi. Donc d'emblée, vous avez raison, il n'y a pas une indignation de droite contre la fraude sociale, une indignation de gauche contre la fraude fiscale. De toute façon, le contribuable est cocu. Donc, dans les deux cas, il faut s'y attaquer. Très intéressant. Voilà. Donc, le contribuable est cocu. Absolument. Donc, la France est probablement le pays le plus généreux. On a un peu plus de 800 milliards de prestations sociales. Vous comptez un petit 5% de fraude, ça fait 40 milliards. Donc, de toute façon, les chiffres sont minorés. Mais les chiffres ne sont pas très importants. Ils sont importants pour le raisonnement. Mais après, on va se battre sur les chiffres et pas sur le principe. Donc vous avez un paquet de fraudes, vous avez des bénéficiaires en trop, vous avez de la fraude à la résidence, vous avez de la fraude aux revenus. C'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau organisé et il faut vraiment lutter de façon très sérieuse et déterminée. Malheureusement, la Cour des comptes n'a pas plus de moyens que de faire des rapports que chacun lit et que chacun oublie, sauf nous. Alors chacun lit, chacun oublie, sauf vous, parce que voilà, eux ils alertent et puis vous travaillez après, vous faites des préconisations qui ne sont pas forcément suivies. Voilà. On en parle, on est là pendant toute la matinée pour en parler. On a déjà beaucoup d'appels au standard d'Europe 1 pour réagir à ce dérapage de la sécurité sociale. Charles Prats, vous êtes vice-président de l'association professionnelle des magistrats et vous êtes vous aussi un spécialiste de ces questions, comme disait Nathalie Goulet, de la fraude sociale, la fraude fiscale. Et on voulait regarder effectivement la fraude sociale, parce que moi j'ai une question très bête à me poser ce matin. Est-ce qu'il faut d'abord lutter contre la fraude avant de demander un effort supplémentaire aux travailleurs, aux retraités, aux patients qui sont là, qui nous écoutent ce matin et qui se disent mais attendez, on me demande toujours plus. Vous savez, Christine, ça fait des années et des années que je répète qu'il faut d'abord aller prendre l'argent dans la poche des fraudeurs et des voleurs plutôt que dans celle des contribuables. Et qu'on ne pourra pas demander des efforts supplémentaires aux gens, des efforts fiscaux, ou des baisses de remboursement, etc., si on ne va pas d'abord lutter contre la fraude et qu'on leur montre qu'on lutte contre la fraude. Et je suis tout à fait d'accord avec Gabriel Cluzel. Bon, ça fait plus de 35 ans qu'on est d'accord tous les deux. Mais si vous voulez, on attend toujours que l'archange Saint-Michel terrasse le dragon de la fraude. Et malheureusement, on est comme Soran, on ne voit rien venir. Vous avez fait dans votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé de l'écart de 2,5 millions de bénéficiaires. En réalité, c'est même plus. Oui, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors, parce qu'on dit tout le temps qu'il y a plein de... Voilà, il y a 78 millions de bénéficiaires, je
je ne suis pas 68 millions de bénéficiaires. Dites-nous les chiffres qu'on puisse bien comprendre. Les vrais chiffres qui sont... Alors, c'est pas c'est pas Charles Prats qui les dit. Charles Prats se contente d'aller lire des rapports de la Cour des comptes ou de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales et de les mettre peut-être avec un peu plus de publicité sur la place publique que ne le font les autorités gouvernementales. Les rapports de base, vous avez un rapport de septembre 2020 de la Cour des comptes qui vient de nous apprendre qu'il y a 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour, à l'époque, à date, 67 millions et quelques d'habitants. Donc la Cour des comptes écrit en 2020 8,2 millions de bénéficiaires en plus que de gens qui existent. Attendez, laissez-moi respirer déjà. Voilà, respirez bien. Voilà. Après, vous avez eu plusieurs rapports. Vous avez un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales d'avril 2023, qui avait été remis à l'époque à Gabriel Attal, qui vient nous dire, alors qu'ils ne sont pas sur le même fichier, qu'ils sont sur un fichier qui s'appelle le RNIAM, le répertoire national des bénéficiaires de l'assurance maladie, qu'à l'époque, à date fin 2022, vous en aviez 73 100 000 qui étaient assurés sociaux, assurance maladie, pris en charge, alors qu'à l'époque, on était 68 millions d'habitants. Donc on avait de nouveau un surplus de 5 millions. Donc ils sont bénéficiaires de toutes les prestations de la sécurité sociale. Qui sont avec droit ouvert à l'assurance maladie. Parce qu'après, il y a plein d'autres choses. Vous avez ce dont vous avez parlé, 2 rapports de la Cour des comptes, qui sont les rapports de certification des comptes de la sécurité sociale, qui sont rendus tous les ans par la Cour des comptes, et qui viennent nous dire en 2022, donc le rapport pour 2022, que la Cour des comptes détecte 2,5 millions de personnes bénéficiaires de la PUMA, la protection universelle maladie, c'est-à-dire l'ancienne CMU, et qui n'y ont plus droit, parce qu'ils ne remplissent plus les conditions légales de résidence et d'activité en France. 2 ans plus tard, nouveau rapport de certification des comptes de la Sécu, la Cour des comptes nous dit on en est toujours à 2,4 millions. Donc ça, c'est simplement sur la PUMA, ce chiffre-là. C'est même pas sur l'ensemble des droits ouverts à la sécurité sociale. Donc on est au minimum du minimum du minimum déjà. Le minimum, en fait, ce que nous dit l'IGF et l'IGAS, c'était au moins 4 millions de personnes qui posaient problème. Et d'ailleurs, en 2023, l'IGF et l'IGAS disaient que la priorité en matière de lutte contre la fraude, c'était ça. Vous avez eu le rapport, donc en 2019, de la sénatrice Goulet, qui avait eu une mission et qui, à l'époque d'ailleurs, déterminait qu'il y avait, puisque les gens aiment bien parler de carte vitale, la sénatrice Goulet a déterminé qu'il y avait 5 200 000 cartes vitales en plus actives que de gens qui étaient censés en être bénéficiaires. Bon, alors attendez, on va marquer une pause parce qu'on va prendre le temps de parler de tout ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, Charles Prats, sur ces cartes vitales en trop, sur ces bénéficiaires en trop, sur ce... Alors je lis le rapport pour ceux qui nous écoutent, lutter contre les fraudes de prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation. On a Christophe qui nous appelle de Poitiers. Christophe, vous dites que vous êtes chef d'entreprise et vous avez vu aussi des abus, des fraudes à quoi? À l'arrêt maladie. Dites-nous tout, Christophe. Eh bien, c'était il y a quelques années. J'avais une petite entreprise où on était 3 avec un de mes fils et 2 salariés. Et un de mes salariés me pose une demande de congé. Je lui accorde, je n'ai pas de raison de lui la refuser. C'était un mois avant ses congés, donc pas de problème. Et 48 heures avant un week-end, un autre de mes salariés me dit « Ah, j'ai un décès dans la famille, machin ». Il me dit « C'est ma grand-tante ». Bon, je dis « Mon pauvre monsieur, d'abord, il y a déjà quelqu'un en congé, et puis la grand-tante, elle n'est pas sur la liste des gens qui ouvrent le droit à un congé, donc je suis désolé, mais non. Sinon, nous, on ne peut plus bosser. » Et puis, le lendemain, le gars ne vient pas, arrêt maladie. Donc, je le fais contrôler, ce qui est normal. L'arrêt est cassé, parce que le gars était tranquillement chez lui en train de faire je ne sais pas quoi. Et il ne revient quand même pas au travail. Ah oui. C'est quand même assez gratuit. Malgré le fait qu'on l'ait pris en flagrant délit de fraude à l'assurance, à l'arrêt maladie. Le lundi, personne. Le mardi, personne. Je le refais contrôler. Je reçois un nouvel arrêt, une prolongation d'arrêt du même médecin, alors que l'arrêt avait été cassé. Son arrêt avait été cassé comme frauduleux. Je reçois un nouvel arrêt qui va jusqu'à la fin de la semaine. Cette fois, j'écris au Conseil de l'Ordre, j'écris à ce médecin indélicat, j'écris à la Sécu, et pas de réponse, tout ça en RR, pas de réponse, et je reçois un 3e arrêt du même médecin pour la semaine suivante. Non, incroyable, incroyable. Faut-il d'abord lutter contre la fraude avant de demander un effort supplémentaire aux travailleurs et aux patients? Restez avec nous, Christophe, parce que ce que vous êtes en train de nous raconter en tant que chef d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise le vivent aussi. On va continuer à en parler. Vous nous appelez de Poitiers. On a Jean-Michel qui nous appelle et qui dit qu'il est un ancien professionnel de santé, de la sécurité sociale. Il va nous témoigner, il va nous en dire un peu plus. On a Isabelle qui nous appelle, Dominique qui nous appelle, Marie qui nous appelle. Appelez-nous au standard de Christophe.
Christophe en ligne avec nous, chef d'entreprise, nous raconte comment il a dû faire face à la fraude sociale, à la fraude de la sécurité sociale par des arrêts maladie. Alors Nathalie Goulet, pendant la pause, Madame la sénatrice, vous étiez en train de nous envoyer un SMS que vous avez reçu exactement comme Christophe. Lisez-le nous. Donc c'est un médecin parisien qui écrit: on a eu une secrétaire à l'essai, 3 arrêts maladie, urgence, hôpital, pas de nom de médecin, même écriture sur les 3, contesté auprès de la Sécu, aucun retour. Incroyable. Alors Christophe, comment vous avez fait face finalement à ces fraudes sur ces arrêts maladie, vous chef d'entreprise à Poitiers? J'ai monté des dossiers. Ça, c'est pas ça se passait en Martinique, je dois vous le préciser. Oui. Enchanté. Vive la Martinique. Et ce cap à l'écriole. Oh, cap à l'écriole, oui. Un petit bois, madame, moi, c'est un budget. On ne dérange pas, non? Ouais. Il y a Marc Menon qui est jaloux. Ouais. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé en Martinique. Ouais, donc, non, mais surtout, comment vous avez fait face à ça? C'est-à-dire que j'ai mis les mains dans le cambouis parce que j'avais plus d'autres solutions. Et je priais, évidemment, pour qu'il n'y ait pas un utilitaire avec des gros pneus qui arrivent et qui nous bloquent toute l'activité. Donc en fait, sur les 10 jours où a duré le cinéma, enfin plus de 10 jours même, on a perdu pratiquement 4 jours de chiffre d'affaires, et 4 jours de chiffre d'affaires, c'est le bénéfice d'un mois de la société. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et on est dans des métiers spécialisés. Vous appelez pas une agence d'intérim pour lui dire voilà, je veux un gars qui sache se servir d'un démonte-pneus, d'une équilibreuse, d'un cric et d'une clé à choc. Ça marche pas comme ça. Donc c'est perdu. Pour les petites entreprises, ça a un coût évident. Mais j'ai des amis qui ont des entreprises infiniment plus importantes, de l'ordre de 80 personnes. Quand ils se retrouvent avec 5 ou 6 arrêts maladie, dont les 2 tiers bidons, ça dérègle complètement leur activité. Et dans tout ça, voilà, c'est qui paye? C'est Nicolas, c'est Bibi qui paye. Bien voilà, sûr. c'est ça le problème. Merci Bien Christophe pour votre appel. On prendra d'autres appels et on va ensuite fouiller encore avec Nathalie Goulet, la sénatrice, et Charles Prats, le magistrat, sur ces problèmes de carte vitale, entre autres. Alors, on a Marie qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Marie. Pas encore Marie? D'accord. On essaie de l'appeler. Marie, on a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Marie, elle est pharmacienne, elle voit beaucoup de patients qui vivent, tenez-vous bien, à l'étranger et qui fraudent avec le système de santé français. Alors là, Marie, racontez-nous tout. Bonjour, ma chère Marie. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Bonjour. Donc oui, moi, je vous parle en tant que professionnelle de santé et de ce que je vois tous les jours au comptoir. Et travaillant dans une pharmacie dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne, j'ai beaucoup de patients qui n'habitent pas en France, en fait. C'est-à-dire? Donc, les proches viennent avec la carte vitale du patient qui habite à l'étranger et qui se fait livrer ses médicaments. Je comprends pas. Par les proches. Incroyable. Voilà, donc la sécurité sociale autorise, avec des ordonnances spéciales, avec le mention du médecin, à faire des délivrances de plusieurs mois, mais maximum 6 mois par an. Oui. Et le reste du temps, c'est les proches des patients qui viennent mois par mois récupérer les traitements et les envoyer. Charles Prats, je vous laisse réagir justement à ça. C'est exactement ce que vous soulignez, Charles Prats. Ça fait partie du type de fraude, effectivement, que l'on connaît. On parlait des cartes vitales, ce que je voulais vous dire. Vous savez que le gouvernement a dit qu'il n'y a plus de problème de carte vitale surnuméraire, de gens qui continuent à avoir des droits ouverts, mais qui ne devraient pas. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des fausses cartes vitales, ce sont des vraies cartes vitales délivrées par l'assurance maladie, etc. Mais avec des gens qui, en théorie, ne devraient plus avoir des droits ouverts. Alors, ce type de fraude, c'est quoi? C'est effectivement des expatriés qui ne remplissent plus les conditions parce qu'ils bossent plus en France, ils cotisent pas. Vous pouvez être expatrié et adhérer à ce qu'on appelle la Caisse des Français de l'étranger, et donc continuer à avoir des droits à la sécurité sociale en France. Mais la plupart des expatriés, normalement, n'ont pas de droit parce qu'il faut cotiser. Vous avez des gens qui, mais la sénatrice Nathalie Goulet en parlera peut-être, qui n'ont plus de titre de séjour mais qui continuent à avoir des droits ouverts, etc. Et ça participe aussi au trafic de médicaments qui existe avec des grandes filières organisées. Voilà. Et je vous donne l'exemple parce que le gouvernement a dit, et les autorités disent, il n'y a plus de problème de carte vitale. Vous voyez, donc dans ce fameux rapport de 2023, pour vous donner les chiffres, puisqu'on est là pour faire des choses précises, oui, très précises, l'Inspection générale des finances et IGAS nous disent voilà, le nombre de porteurs potentiels de carte vitale âgés de 16 ans et plus en France à la fin 2022, c'était 60 310 066, vous voyez, 60 300 000, et le nombre de cartes vitales actives, c'était 57 997 695. Donc en gros, on nous expliquait, écoutez, il y a un peu plus de 60 millions de gens qui pourraient avoir une carte vitale active, et il n'y en a que 58 millions, donc on a réglé le problème. Mais ça,
on ne l'a pas du tout réglé, parce que c'est bien gentil de dire que le nombre de porteurs potentiels de 16 ans et plus, c'est 60 300 000. Mais dans ce cas-là, vous allez sur le site de l'INSEE, tout ça c'est des données ouvertes, et vous regardez à l'INSEE combien à cette date-là il y avait de gens en France qui étaient âgés de 16 ans et plus. Oui. Et là on en avait 55 millions. Non. Et donc, on vient nous dire, dans un rapport de l'IGF et de l'IGAS, qu'il y a 60 300 000 porteurs potentiels de 16 ans et plus, mais si on regarde à l'INSEE, il n'y en a que 55 millions sur le territoire. Et donc moi, c'est pour ça que je disais, la question, en fait, elle n'a pas été réglée. On a toujours ce surnombre de 5 millions, on ne sait pas d'où il sort, et c'est exactement le chiffre qu'avait sorti la sénatrice Goulet dans son rapport en 2019. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Madame la sénatrice. D'abord, Marie, pour... On se dit, c'est quelqu'un qui vient chercher pour une personne qui ne peut pas se déplacer, qui habite juste à côté, etc. Donc, je pose des questions. Est-ce que le traitement se passe bien, etc. Enfin, est-ce que... La sécurisation classique de la délivrance. Ah, mais de toute façon, je ne sais pas, elle vit à l'étranger. Non, on vous leur répond comme ça. Et là, par exemple, est-ce que vous avez un moyen de dire, non, vous n'avez pas le moyen? En fait, le problème, c'est que des fois on dit non, mais s'en fiche, ils vont dans une autre pharmacie. Oui, c'est ça. Il faut la tourner Il faut la tourner. Marie, merci beaucoup. Mais la question, c'est de quel pays en général? De quel pays en général? Ok. Il faut lui demander à Marie, ça vient de quel pays? Je n'y ai pas pensé. Je suis désolée, mais de l'Algérie. Pardon? De l'Algérie. Ah oui? Quel hasard! Là où il y a le plus de patients, quand on remplit les fiches, par exemple pour les départs à l'étranger avec les délivrances de plus de 3 mois, jusqu'à 6 mois par an, eh bien, on demande la nationalité du patient. Et on doit le marquer sur cette fiche qu'on remplit pour la sécurité sociale. Et franchement, donc les patients qui fraudent, qui viennent dans votre pharmacie, c'est Charles Pratt qui a improvisé la question et qui dit d'où ils viennent, c'est de l'Algérie. Alors Charles Pratt, c'est bizarre. Alors, vous allez nous dire pourquoi c'est bizarre, parce que vous êtes en train de se rire. Moi j'aimerais comprendre, parce que je ne comprends pas pourquoi. Marie, merci pour votre appel, merci infiniment pour votre appel. Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, vous êtes un ancien professionnel de santé. Je garde toutes les questions en ligne dans ma tête, vous inquiétez pas. Vous êtes un ancien professionnel de santé, je voulais vous avoir aussi en ligne. Ça fait un moment que vous êtes en ligne, que vous attendez. Quel est votre regard, vous, sur cette fraude aussi à la sécurité sociale? Je voudrais, avant de parler de la fraude, de parler des choses qui sont totalement incompréhensibles. Okay. Alors, d'abord, mon intervention se fera sur 3 volets. La CMU d'abord. On a décidé théoriquement de contrôler les gens qui avaient la CMU. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune contrainte qui leur sont appliquées. C'est-à-dire que, et moi j'ai vécu le cas en tant que professionnel de santé, j'étais kinésithérapeute, on s'aperçoit que quand des gens ne payent pas, s'ils ne viennent pas à leur rendez-vous, il n'y a aucune sanction. Aucune sanction. Très bien, donc CMU, aucune contrainte appliquée, aucune sanction. Très bien. Alors, avec une vérification évidente et une solution évidente qu'on pourrait faire, quand un professionnel de santé, on était tous surchargés, parce que je suis à la retraite depuis 1 an, on était tous surchargés. Quand les gens ne viennent pas à un rendez-vous et qu'ils ont la CMU, comme ils ne payent pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ça, c'est le premier point. On pourrait, par exemple, comme solution, dire vous ne venez pas une fois, 1 mois de suspension de la CMU, vous ne venez pas 2 fois, 3 mois de suspension de la CMU, vous ne venez pas 3 fois, 1 an de suspension de la CMU. Là, ça ferait réagir d'abord les gens. Bon, ça c'est pour le volet CMU. Ensuite, pour les économies, Madame Ursula von der Leyen a acheté des centaines de milliers de vaccins contre le Covid. On a démontré, et je peux vous donner mes sources, on a démontré qu'effectivement, ce vaccin présentait de multiples inconvénients. Il y a eu une étude... Alors, attention. Je vais être très rapide. Il y a eu une étude qui a été réalisée en Corée du Sud qui concluait que certains vaccins étaient nocifs, et alors je ne suis pas un anti-vaccin, j'ai une formation classique, mais étaient nocifs et provoquaient une augmentation spectaculaire en pourcentage des cancers suite à certaines vaccinations. Je vous conseille, je permets de conseiller aux auditeurs, un livre qui s'appelle « Témoignage d'un médecin de terrain » aux éditions Le Lys Bleu sur le Covid-19. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est la fraude aux arrêts maladie.
Alors, et c'est mon dernier point. Le contrôle des arrêts maladie me semble tout à fait légitime. Mais la sécurité sociale a fait feu de tout bois et a contrôlé des médecins et a exercé une pression sur eux en indiquant que, par rapport à la moyenne nationale, certains prescrivaient des arrêts de santé qui étaient plus nombreux que la moyenne nationale. Alors il faut tout de même préciser une chose, c'est que ça serait bien que la sécurité sociale vérifie que quand certains médecins, il y a de la fraude, c'est sûr, mais propose des arrêts de travail quand on a des pathologies qui sont évidentes et qui nécessitent une prise en charge de longue durée. Il faut arrêter de punir les médecins. Ça me semble tout à fait anormal. Tout à fait. Merci pour votre regard. Merci Jean-Michel pour ces 3 points très clairs que vous avez partagés à l'antenne d'Europe 1. N'hésitez pas à nous appeler. Faut-il d'abord lutter contre la fraude avant de demander un effort supplémentaire aux travailleurs, aux retraités, aux patients? Dans un instant, Nathalie Goulet, vous allez nous répondre sur les non-résidents qui bénéficient de prestations. Et Charles Prats, magistrat, vous allez me dire pourquoi vous doutiez que cette interlocutrice parlerait de l'Algérie. On en parle dans un instant. D'abord, Astrid, on a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Il y a Astrid qui attend, il y a aussi Marie, il y a Rodolphe, etc. Bon, Astrid, vous nous dites que vous êtes huissier de justice et que vous avez beaucoup de faux arrêts maladie. Racontez-nous. Oui, bonjour Christine. Déjà, on se connaît chez Astrid Desagneaux. On s'était rencontrés quand je faisais les violences conjugales. Ah, dans le cadre de mon association qui aide des familles monoparentales. Exactement. Ah, je suis ravie de vous entendre. Bah oui, le monde est petit. Très souvent. Et oui, c'est gentil. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit il faut que je réagisse parce qu'en fait, j'ai une entreprise avec 10 salariés. Oui. Et donc, j'avais une salariée qui me faisait des faux arrêts maladie. Incroyable. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que l'écriture était similaire sur les deux volets. Incroyable. Sur les deux volets. Et il y avait un cachet d'un médecin. Donc, j'ai appelé le médecin et en plus, elle habitait dans le 17e et elle consultait quelqu'un qui était dans le 95, enfin à l'autre bout. Donc, ça m'a paru quand même assez bizarre. Un peu chelou. Un peu chelou. Et donc, j'ai appelé le médecin qui m'a dit, non, je ne connais pas cette personne, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais reçue. Et donc, avec le médecin, on a déposé plainte. Et voilà. Et donc, c'est pour dire qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un trafic de cachets. Parce qu'elle m'a dit, on a dû me voler mon cachet pour faire ça. Fou. Et en consultant son compte, elle avait vu qu'en fait, elle avait une grosse augmentation d'arrêt maladie qu'elle ne faisait pas. Incroyable. Merci infiniment, ma chère Astrid, huissier de justice, pour ce témoignage. Et un plaisir de vous entendre à nouveau, puisqu'on a travaillé ensemble pour aider les familles monoparentales. Rappelons au passage que les huissiers de justice comme vous peuvent aider gratuitement à récupérer la pension alimentaire. Voilà pourquoi on a eu l'occasion de travailler ensemble. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour réagir effectivement à la fraude sociale. Au 01 80 20 39 21. Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice, vous travaillez sur ces questions depuis des années et je veux vous poser la question claire ce matin sur ces non-résidents qui bénéficient de prestations sociales. Qui sont-ils? Comment on peut les réduire? Quelle est la réalité? Alors, on peut les réduire si on veut. Alors, vous avez une première catégorie, domiciliés chez papa, maman, tati, mémé fortuné. Tout ce petit monde habite à l'étranger, mais domicilié chez. Il n'y a pas de contrôle du domicilié chez, et donc, voilà. Vous avez des familles entières domiciliées dans des CCAS. Alors, quand les gens arrivent, des comités d'aide sociale, quand les gens arrivent et qu'ils n'ont pas de domicile, on veut bien qu'ils soient dans un CCAS, mais vous ne pouvez pas être avec une épouse et plusieurs enfants domiciliés dans un CCAS trop longtemps, il faut vérifier. Et puis, vous avez aussi une catégorie de gens qui arrivent en France dans une situation parfaitement régulière, qui ont un contrat de travail, un titre de séjour et une carte vitale. Leur contrat de travail se termine. Leur titre de séjour expire, ça ne désactive pas la carte vitale. Et donc, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances ont fait un rapport disant qu'il y a entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré mais qui bénéficient toujours de leur carte vitale, disant que l'explication est aporétique, c'est-à-dire ne peut pas être résolue. Et donc, on a tous les chiffres, on a tous les diagnostics, mais on ne fait rien. Voilà. Et en fait, on a énormément de problèmes pour régler ces questions. Voilà, domiciliés chez, et puis des titres de séjour qui expirent. Alors que mais Nathalie Goulet, Madame la sénatrice, vous vous occupez de ces questions depuis longtemps. Oui.
Comment se fait-il qu'on ne peut pas réduire ça? Comment se fait-il qu'on ne peut pas... Vous dépassez la vitesse de 10 km/h, vous avez un PV. Oui. Vous tenez votre portable au volant, vous avez moins 3 points. Vous avez, etc. Et là, on ne peut pas réduire ça alors qu'il s'agit de l'argent des Français. Le nôtre. Oui, mais c'est aussi de l'argent des infirmières, l'argent des médecins, l'argent des hôpitaux, l'argent des écoles, etc. Oui. Et on n'a pas d'argent aujourd'hui. Gabriel Attal avait engagé un plan assez ambitieux. Et puis, il était allé en Belgique voir le système. Oui, enfin, ambitieux sur le papier. Charles fait la moue, je traduis pour les gens qui ne voient pas. On donnera la parole à Charles dans un instant. Mais on a une minute avant on a un système belge fantastique qui s'appelle le système Carrefour de sécurité sociale où la carte d'identité et aussi la carte de soins. Donc on pourrait avoir ça. On pourrait avoir ça existe dans plein d'autres pays. Dans ces cas-là, on limitera la fraude. Oui. Alors Charles Prats, on a 45 secondes avant la pause quand même. Pourquoi, lorsque une pharmacienne a appelé tout à l'heure en disant qu'elle voit beaucoup de fraude à la sécurité sociale avec les cartes vitales et de la part d'étrangers, vous demandez quel pays? Elle a dit l'Algérie, notamment. Et pourquoi vous étiez sûr que c'était ce pays-là? Pour des raisons réglementaires, voire même légales, parce qu'en fait les gens ne le savent pas. Mais bon, on a beaucoup de retraités des systèmes de retraite français qui vivent en Algérie, qui sont algériens, etc., qui étaient venus bosser puis qui sont repartis dans leur pays pour prendre leur retraite. Et en réalité, avec les conventions internationales, une partie de l'écart que l'on a, ce sont toutes les conventions que la France a passées avec des tas de pays, notamment africains, notamment avec l'Algérie, pour qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale française, par l'assurance maladie. Pour bien comprendre, une partie des écarts, c'est-à-dire des écarts de bénéficiaires. Oui, sur les millions de personnes en trop. Une des explications, c'est qu'en fait, on laisse l'accès au système français. Donc on le fait sciemment. Alors attendez. Non, c'est dans les conventions internationales. Oui, c'est dans les conventions, donc c'est sciemment. Mais personne ne le dit publiquement. Nous, on va le dire. On marque une pause, on va le dire. On va le dire publiquement. On va essayer de comprendre. J'ai Rodolphe en ligne avant de donner la parole et de faire un tour de table. Dans un instant, on va recevoir Geoffroy Lejeune et Charlotte Dornelas. Ça va être sympa pour parler d'une soirée le 25 novembre au Palais des Sports de Paris. Alors d'abord, Rodolphe, vous nous appelez de Lyon. Rodolphe, vous dites qu'on pourrait faire des économies comment? On a beaucoup d'appels, donc je vous prends 15 secondes. Soyez très concis, mon cher Rodolphe. Merci, de me prendre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un grand plaisir de vous avoir. Moi je vais aussi. faire très rapide. Il y a votre précédent interlocuteur. Interlocuteur, merci, oui. J'essaie de faire tellement vite que du coup... Mais non, alors excusez-moi, je vous ai stressé. Pardon, prenez votre temps. Là. Quand on nous dit que alors les chiffres exacts du nombre de cartes vitales en France étant de l'ordre de 8 millions supérieurs à la population, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc on pourrait... Oui, bon, 5 peut-être. Les chiffres exacts, je ne les ai pas. Ça serait très facile, donc déjà là, d'endiguer la fraude. Mais on pourrait faire d'autres choses encore. On a des aides pour des mères isolées qui sont dites mères isolées, donc qui ont droit à des appartements parce qu'elles sont mères isolées avec toutes les aides possibles et imaginables, sauf que chaque année, elles font un enfant qui est reconnu par le même père. Donc, il y a pas si isolé que ça. Vous voyez, voilà. Moi, j'ai eu un locataire, un prétendant qui voulait louer mon appartement à 650 € par mois. Il avait 634 € d'aide. Plus, donc, ça veut dire que l'appartement lui coûtait 16 € et ils étaient tous les deux au RSA. Et donc, ça veut dire qu'ils rentraient à peu près 1300 € de RSA à tous les deux sans travailler. Ils avaient le droit à la CMU. Ils allaient avoir droit aux aides pour la cantine pour les enfants, etc., etc. Enfin, j'en passe. Moi, j'en ai qui se font payer le permis de conduire dans mon village. Voilà, ils roulent sans permis. Alors la mairie a dit on va leur payer le permis pour qu'ils rouleront avec permis. Mais sauf qu'en fait ils travaillent toujours pas. Mais ça ne les empêche pas quand je passe devant chez eux le matin de les voir au téléphone avec un téléphone à 1500 € à la main. Voilà ce qui choque les Français. Il y a des problèmes. Voilà ce qui choque les Français. Merci Rodolphe pour votre appel. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, je poserai une question dans un instant à la sénatrice Nathalie Gaulet sur cette caisse nationale d'allocation familiale qui a un dérapage de 6,4 milliards d'euros d'erreurs. On va essayer de comprendre pourquoi. Que de questions. Standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. David, vous nous appelez de Seine-Saint-Denis. Vous dites que vous êtes dentiste et que vous avez des patients qui viennent faire des appareils dentaires dans différents cabinets. Expliquez-nous un peu ce qui se passe à propos de ce dérapage et de cette fraude, mon cher David.
Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? En pleine forme, mon cher David, en pleine forme. Très bien. Alors j'ai écouté justement vos reportages et vos interventions. Alors moi je vais témoigner parce que je suis un petit peu dans le vif du sujet. Vous êtes dentiste. Donc, je suis chirurgien dentiste dans le 93 exactement en Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai qu'en ce moment la situation me révolte parce qu'on veut essayer de chercher de l'argent, mais il y a tellement de choses à faire. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu pas plus loin que la semaine dernière. Donc j'ai un patient qui vient et qui me dit voilà, moi j'ai la CMU. Donc il est arrivé en France il y a quasiment 3 mois. Il vient avec son traducteur parce qu'il parle pas français. Donc il arrive avec la carte vitale comme si c'est une carte bleue. Et il me dit je veux faire un appareil dentaire. Je lui dis ok, on fait l'appareil dentaire. Et je parle à un ami à moi. Il me dit j'ai eu un patient la semaine dernière qui m'a demandé un appareil dentaire. Pareil. Et en fait on fait le rapprochement. C'était le même patient. Non. Et en fait, donc moi je revois le patient. Donc nous on avait déjà fait l'appareil dentaire, donc facturé. Alors seul problème, l'appareil est facturé 1 000 € à la CMU, donc à la sécurité sociale. Et donc le patient il repart avec. Et au final je revois le patient pour un contrôle et je lui pose la question. Je lui dis mais je comprends pas, vous avez fait combien d'appareils dentaires? Parce que mon confrère m'a dit que vous étiez déjà parti le voir. Elle me dit non, parce que j'en ai fait un pour moi ici, en France, comme je suis en France pour les examens médicaux, et comme j'ai oublié le mien en Algérie, donc du coup au moins je me suis dit que je pouvais avoir celui-là en France. Et en fait elle m'a dit qu'elle voulait avoir 2, un pour ici et un pour là-bas. Et le problème en France, je vais vous dire, il est simple, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, dans le sens où on n'a aucune traçabilité de ce qui a été fait ailleurs et de ce qui est fait en France. David, donc aujourd'hui on se retrouve à avoir facturé des choses 2 fois à la sécurité sociale.